Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Caro Magic Books. Donc là, comme j'ai lu quelques livres, je vais pouvoir vous faire un update. Alors, je prends plus trop de livres maintenant quand je fais un update, j'en prends trois quatre maximum parce que j'ai remarqué que je papotais beaucoup et du coup, ça prenait pas mal de temps. Donc là, j'ai pris que mes trois dernières, oui, mes trois dernières lectures. C'est vrai que là je viens de terminer Ereb de Rosen Iliano, qui est du fantastique qui se passe au 19e siècle. Une lecture que j'ai bien aimée. Et puis j'ai commencé La Bibliothèque de minuit. Par contre, je serais incapable de vous redonner le nom de l'auteur. Je sais qu'on en a beaucoup parlé de ce roman. Alors on en a beaucoup parlé, j'ai entendu du bon, j'ai entendu du moins bon, enfin des gens que ça a énervé un petit peu qu'on en parle beaucoup justement, alors que c'était pas si extraordinaire que ça. Moi j'ai commencé, pour l'instant bon, la lecture me plaît, donc c'est assez fluide, donc je ne me plains pas en tout cas, pour l'instant ça va, donc à voir comment ça se termine. Le roman n'est pas très très long en plus, donc enfin c'est sur liseuse, mais bon, il n'a pas l'air très très long. Sinon, je voulais vous parler donc de mes dernières lectures. Donc la première, ce sera Le plus beau des voyages du docteur Cynthia Arenas pour botter les fesses à ceux qui nous limitent. Je ne sais pas si vous voyez bien le voilà. Donc c'est chez M+ Édition. Alors c'est un livre presque sous forme de j'aurais envie d'utiliser le mot développement, enfin l'expression développement personnel, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un livre qui vous permet voilà, qui vous permet de reprendre votre vie en main, comme il est noté, mais qui vous permet de mettre fin aux pensées limitantes et à tout ce qui pourrait vous empêcher d'aller plus loin et de faire ce que vous voulez. C'est 36 étapes pour reprendre sa vie en main grâce à des outils simples, des tests, des exemples qui font écho à ce que nous vivons. Une pensée limitante, voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le développement personnel. C'est quelque chose qui, par exemple, vous dites non, je ne change pas de boulot parce que j'en suis pas capable. Non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent. Voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de pensée, je pense qu'on a tous, ou au moins qu'on a tous à un moment ou un autre dans notre vie. Cette peur du changement aussi, hein, de pas être capable de changer. Et Cynthia Arenas donc, parle beaucoup étape après étape voilà, du moyen de sortir de ces pensées limitantes. Et elle parle aussi beaucoup j'ai bien aimé, elle parle aussi beaucoup de la communication. Parce que vous avez la communication verbale, donc les mots, la communication verbale qui est la façon de parler, votre ton, votre posture, je crois aussi dedans. Je vais essayer de retrouver, ça va être beaucoup plus simple. Alors, mais la communication, alors je ne sais pas si là, elle parle de toutes les communications. Donc on va parler de gestion du stress aussi. Donc vous avez même des petits schémas, tout ça, pour vous expliquer un petit peu les schémas qui vous entraînent, notamment là c'est pour le stress. Voilà, le stress monte. Donc c'est vrai que quand on stresse, on perd nos capacités intellectuelles, on raisonne plus de façon sensée, on raisonne plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien retrouver. La dernière, c'était la communication paraverbale. Je ne voudrais pas dire de bêtises en vous donnant pas les bonnes définitions des trois communications. Alors, c'est ça. Donc, la communication verbale qui est les mots. La communication. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Communication verbale. Non verbale. Paraverbale, donc c'est ça. La paraverbale, donc la communication verbale, c'est quand vous parlez. La communication paraverbale, c'est la fluctuation de notre voix, le ton que nous employons, notre accent, l'utilisation du silence, les hésitations, etc. Parce que c'est vrai, vous pouvez dire des mots qui sont très gentils et avoir une expression qui est complètement, qui dénote complètement qui dit le contraire de ce que vous voulez dire. Et la communication non verbale est ce qui porte le plus nos messages.
C'est voilà, c'est justement les expressions du visage, haussement, froncement des sourcils, sourire, grimace, etc. Et même nos gestes. Et en fait, elle met, je ne sais pas si on peut voir sur le tableau, mais en fait, la communication non verbale et la communication paraverbale, voilà, c'est quand même tout ça. C'est-à-dire que vous avez la communication verbale en elle-même, les mots sont pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est votre posture, c'est votre façon de dire les choses. Et bon, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois de notre façon de parler. Donc, on va utiliser aussi tous ces outils. Elle va nous montrer comment les utiliser à la fois et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. J'ai oublié de vous dire qu'elle est docteure en sciences du langage et analyse du discours. Elle est spécialiste de la communication verbale, non verbale et des différences culturelles. Oui, parce qu'il y a ça aussi. D'un pays à l'autre, vous pouvez avoir voilà, les mots, surtout les expressions. Justement, encore une fois, les communications non verbales et paraverbales peuvent complètement dire autre chose. Donc, elle est conférencière, enseignante, formatrice et consultante en communication et médiation en entreprise. Voilà. Donc vous avez aussi, ce qui est sympa, c'est que vous avez, parce que le livre, voilà, il paraît pas très gros, mais en fait, il est très dense parce qu'il contient beaucoup de choses. Moi, je sais que, voilà, par moments, je m'arrêtais de lire pour repenser à certains moments de ma vie. Et c'est vrai que par moments, c'est même un peu dur, par moments, parce que vous repensez à des moments qui sont pas toujours faciles. Et du coup, vous faites un petit stop dans la lecture et vous y repensez et vous dites, ah bah oui, ça s'est passé comme ça aurait peut-être pu se passer autrement, ou vous revenez dessus, vous y repensez, tout ça, parce que ce que demande le livre, c'est, voilà, il suffit pas de le lire, il faut ensuite travailler sur soi. C'est le plus important. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt à voilà, faire un travail sur vous, bah, à la limite, voilà, vous embêtez pas à lire le livre. Ou prenez-le et quand vous aurez le temps, voilà, ouvrez-le, lisez quelques chapitres, quelques passages et puis essayez de vous entraîner. En plus, il y a pas mal de... Voilà, vous avez des questionnaires, par exemple, vous avez des tests. Alors, ce qui est bien, c'est que ces tests, et ces questionnaires, vous pouvez revenir dessus ultérieurement pour voir comment vous avez progressé, comment vous vous comporteriez face à une situation, ou vous, comment vous vous sentez intérieurement. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment typiquement le genre de livre sur lequel, voilà, qui court, qui paraît comme ça tout simple. Mais bien sûr, je n'ai pas trouvé d'autres d'autres tests, mais en fait qui demande à ce qu'on revienne dessus et à ce qu'on travaille sur soi. Et voilà, voilà, il va être là dans ma bibliothèque pas très loin et je pense que de temps en temps, je reviendrai dessus parce que voilà, il y a déjà le questionnaire prend du temps à remplir, hein, c'est un questionnaire, puis il faut faire ça dans le calme, évidemment, ça demande quand même quelques prérequis. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, faut être prêt à faire un travail sur soi. Faut être prêt à, voilà, vous avez toujours ces schémas, tout ça. Faut être prêt vraiment et puis à y revenir de temps en temps, voilà, quand vous pouvez faire un tour, vous dire ah bah oui tiens là, ou face à une situation délicate aussi, si professionnellement, personnellement, si vous vous sentez pas bien, ça peut vous permettre aussi de voilà de pas trouver une réponse. Et la réponse, bon elle le dit bien, la réponse elle est en nous, c'est voilà, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, mais vous donner des pistes, vous rassurer aussi, donc voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc je vous le conseille. C'est voilà, donc je vous dis, il se lit très facilement. Les tests, les questionnaires permettent aussi de voilà de savoir faire un petit peu le point sur notre situation, où on en est du point de vue de la communication notamment, et comment on réagit face aux situations, parce qu'on ne se rend pas toujours compte non plus de notre façon de réagir, surtout quand on est dans l'émotionnel. Moi, je sais que je peux être très émotive et dans ces cas-là, ça, on réfléchit plus et ça part vite quoi. C'est voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc je vous le conseille. Voilà. Donc si voilà, mais je vous dis si vous êtes prêt à faire un travail sur vous ou quand vous aurez le temps de faire un travail sur vous, voilà. N'hésitez pas à consulter donc le plus beau des voyages et qui permet voilà d'avancer dans la vie. Sinon j'ai lu, alors je vais garder celui que j'ai préféré pour la fin parce qu'il était vraiment génial, le dernier. Du coup ça va. Alors ça j'aime bien quand la fiche bouge. Hop, je vous remets. Sinon, j'ai lu, voilà. Alors, dans un autre genre, Deities. Voilà, donc c'est. Là, on est plus dans de la fantaisie.
fantasy, pas heroic fantasy puisque ça se passe dans notre monde. Et puis on va suivre une jeune fille qui débarque dans une université un petit peu spéciale. Donc ouais, fantasy urbaine. Et ça s'appelle, donc le tome 1, c'est Awaken, l'éveil, je pense, si je ne me trompe pas dans la traduction. Et c'est de Madidé et de Clémence Lucas. Donc c'est chez Collection Infinity. Alors je ne sais pas si c'est la maison d'édition ou bien le nom de la... Comment le nom de la collection, j'ai pas réussi à trouver. Là, vous verrez peut-être mieux, ouais. Parce que je trouve que l'image, elle est vraiment superbe avec voilà, cette jeune femme et le loup gigantesque. Bon, vous doutez bien sûr que tout ça a un rapport. Donc en fait, on va suivre Elenira, si je prononce bien son nom. Elerina, on va dire Ellie. On la surnomme Ellie, ça va être plus simple. Qui est une jeune fille qui débarque dans une université. Donc elle se coupe quand même de tout parce que elle vivait avec son père. Sa mère les a abandonnés à la naissance. Elle vivait avec son père à Concorde, je crois. Et là, elle va dans une université qui est carrément à l'autre bout des États-Unis et qui s'appelle Athens. Alors, c'est comme la ville d'Athènes, sauf qu'il n'y a pas le E au bout. Vous vous douterez que tout ça n'est pas une coïncidence. On va forcément retrouver des... Voilà, le livre plonge vraiment ses racines dans la mythologie grecque. Pas que ça, mais notamment. Donc, d'où déities, de toute façon, ce sont des déités. Là, elle va se retrouver, malgré elle, à partager un appartement avec deux autres jeunes femmes, puisqu'ils ont paumé sa chambre. Est-ce que je vais retrouver les prénoms des deux autres non, je ne vais pas les retrouver. Il faudrait que j'ai ma tablette sous les yeux et là, je ne l'ai pas. Donc, elle va partager sa chambre avec deux autres jeunes femmes. Elle va rencontrer le frère de l'une d'entre elles et puis surtout, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui, on sait tout de suite qu'il a un don particulier, c'est-à-dire qu'il est capable de savoir en regardant une personne, en la sentant plutôt, qu'elle a quelque chose de particulier, que c'est pas une simple humaine. Parce que elle, Ellie arrive, elle, c'est une humaine normale, quoi. Voilà, c'est... Et puis, en fait, voilà, ça débute, le roman se met en place comme ça avec les différents personnages. Et puis, il y a une fête organisée voilà, par une des confréries étudiantes, hein, parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des confréries dans les universités. Donc, ils organisent une super méga fête. Alors, à savoir que l'université prend modèle sur la sculpture grecque de l'Antiquité. Donc, enfin, j'imagine un peu, mais c'est vraiment une superbe université. Donc ils sont tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement à cette fête. Ellie y est allée, bon pas trop décidée parce qu'elle préfère se concentrer sur ses études, mais bon elle y va quand même. Et puis, là, donc elle va parler un peu plus avec ce jeune homme un peu mystérieux et il va se déclencher quelque chose de bizarre. Mais surtout, il y a une superbe verrière au-dessus de la salle et en fait, il y a une jeune femme qui a traversé la verrière, qu'on va retrouver morte, avec un sigle voilà, gravé sur le front. Et voilà, cela va donner une série de meurtres. Ce ne sera pas le premier. Il y aura d'autres jeunes femmes qui vont être visées. Donc Ellie et ses camarades vont se rapprocher petit à petit quand ils se rendent compte du danger qui les menace. On va apprendre que le mystérieux jeune homme qui est avec elle est en fait un loup-garou. Lui-même n'a pas... Ellie n'a pas connu sa mère, mais elle a eu un père aimant. Lui, il a été abandonné et recueilli par une meute. Mais à savoir que les loups-garous abandonnés et recueillis par une meute sont considérés comme des moins que rien, quoi. Voilà, c'est un peu... j'aime pas employer ce mot, mais les bâtards de la meute, c'est ceux qui ne valent rien. Mais heureusement, il a avec lui d'autres personnes de sa meute qui l'aiment beaucoup, qui le protègent comme un frère, mais il s'entend pas super bien avec Marcus, je crois, qui est le chef de la meute, où là, les relations sont plus compliquées. Et Marcus le considère comme un moins que rien. On verra d'ailleurs par la suite qu'il a tort, mais voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une mise en place des personnages dans ce premier volume, et on va voir leurs dons se développer petit à petit,
tout en ayant ce mystère de ces jeunes filles qui sont tuées avec à chaque fois un sigle différent gravé sur le visage. Donc on a vraiment de grosses références à la mythologie grecque, notamment de par les noms. Oui, c'est ça. Alors il y a une de ses amies qui s'appelle Galatea et la deuxième c'est Thémis. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des noms qui viennent de la mythologie grecque. Le frère de Thémis, oh, c'est un nom aussi qui vient de la mythologie grecque. Alors moi qui adore la mythologie grecque en plus, je devrais retrouver facilement son nom. Oh, je vais dire une bêtise, donc je préfère pas vous dire. Je me demande si... non, c'est pas Thanatos, je sais plus. Enfin, en tout cas, ses amis, ce sont Thémis et Galatea, voilà, ça me revient. Le jeune homme, donc, qui est un loup-garou, son surnom, c'est Rick. Parce que les gens de la meute ont tous un prénom qui finit par US, sauf lui, parce que voilà, ils sont considérés comme un membre, comme ne faisant pas vraiment partie de la meute. Donc lui, voilà, il a pas un prénom qui finit en US. Il s'appelle, donc son surnom, c'est Rick. Donc on va aller voir petit à petit, si ce n'est la meute de Rick qui effectivement, eux savent déjà qu'ils sont des loups-garous. Les autres, on va les voir petit à petit développer leurs dons. Donc il y a un autre personnage aussi qui... alors lui, pour le coup, il a un don qui était connu dans la Grèce antique, mais qui était plutôt un don féminin. Alors je ne dis pas lequel, parce que c'est bien trouvé. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Mais du coup, en même temps, comme Ellie, en fait, leur don n'est plus censé exister depuis des années, voire des siècles. Euh, c'est pour ça que Rick et ses amis n'en parlent pas autour d'eux, ne veulent pas que ça se sache, notamment que leur chef de meute le sache, parce que on pourrait les considérer comme des gens dangereux, que c'est pas normal quelque part qu'ils aient ces dons-là eux. Parce qu'ils sont censés avoir disparu. Donc voilà, il faut qu'ils quand même ils restent cachés, qu'ils restent dans le secret. Donc on va les voir aussi s'entraîner, mais toujours en secret et loin de la meute de Marcus. Donc c'est juste à la fin, il y a peut-être un petit moment où il y a un petit creux. Sinon, on voit aussi les relations entre Ellie et puis Rick se développer petit à petit. Hein, bien sûr, vous avez une romance aussi derrière. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, comme j'aime beaucoup la mythologie grecque, moi j'ai beaucoup aimé ce côté, voilà, ce côté rapport à la mythologie grecque. C'est une université qui se situe à Athens, qui se situe dans une voilà, voilà, dont les bâtiments sont tous inspirés de la Grèce antique. Enfin, c'est assez magnifique. Et puis, d'où viennent ces pouvoirs? On se pose la question parce que c'est quand même pas... ils sont pas censés exister encore. Donc, les loups-garous, c'est peut-être je veux dire, répandu dans la communauté surnaturelle, parce qu'il faut savoir qu'à part Rick et puis sa meute, les autres ne savent absolument pas qu'ils ont des dons à la base. Ils ne savent même pas que la communauté surnaturelle existe. Donc pour eux, c'est une découverte déjà de découvrir des loups-garous et de découvrir qu'eux-mêmes ont des dons. Donc on assiste à toute cette surprise, toute cette mise en place. Donc c'était intéressant de voir comment tous ces jeunes gens vont réagir face à ces dons qui les submergent. C'est même compliqué au départ parce que pour certains d'entre eux, ils n'ont pas de dons. Donc il y a aussi une petite jalousie qui s'installe, tout ça. Donc il peut y avoir quelques rivalités au sein de l'équipe. Mais c'est clair qu'il reste quand même assez... J'ai bien aimé aussi ce côté soudé de groupe, puisqu'il y a, et voilà, il y a ces jeunes filles qui sont retrouvées mortes régulièrement. Et pourquoi, on ne sait pas exactement. Et puis, je vous ai dit à un moment, il y a un petit creux où c'était un petit peu plus long. Et puis, pouf, vous arrivez à la fin. Et là, euh, waouh, la grosse surprise, quoi. Je peux pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler, ce serait quand même dommage, c'est la fin. Mais je ne m'attendais absolument pas à ça. En fait, ça vient notamment de Rick. Hein, parce que je vous l'ai dit, il a été abandonné. Surtout qu'il apprend qu'entre-temps, les bébés loups-garous on n'est pas obligé de les abandonner, il existe des agences d'adoption, donc ils peuvent être adoptés par des familles de loups-garous qui n'ont pas d'enfants. Donc lui vraiment se dit mais pourquoi on m'a abandonné, tout ça. Je pense qu'on a un tout petit début de réponse à la fin du livre.
Alors, je dirais un petit début de réponse, mais quelque chose d'assez grandiose quand même. Donc, je ne vous en dirai pas plus, hein. Donc, sachez en tout cas, si vous aimez voilà, l'urban fantasy, voilà, le fantastique, si vous aimez voilà, voir des jeunes qui développent, des gens qui se retrouvent face à des dons qu'ils ne contrôlent absolument pas, et puis qui, voilà, une histoire qui plonge vraiment ses racines dans la mythologie grecque, vraiment, je vous conseille de lire ce premier tome, voilà, qui se lit très bien, qui vous laisse un peu frustré à la fin, évidemment, parce que bon, ça finit vraiment sur un cliffhanger. Et je crois pas, j'ai pas vu que le tome 2 était sorti, donc je suis pas sûre. Je ne sais pas quand est-ce que voilà, on l'aura, mais vivement, j'ai hâte de connaître la fin. Je suis pas prête de l'oublier, je crois. Voilà. Alors, pardon, je voulais finir alors avec ce livre. Enfin voilà, qui m'a vraiment mais énormément plu. J'en avais entendu parler, donc comme je savais que en fait, je l'ai eu par l'intermédiaire de Babelio. Je remercie de me l'avoir envoyé. Il y a des éditions de La Martinière aussi, puisque c'est eux qui l'ont édité. Je ne suis pas allée voir trop les critiques parce que je voulais me faire ma propre idée. Voilà, c'est un si long après-midi d'Inga Vesper. Donc on en a beaucoup parlé. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, voilà, par des booktubeuses aussi. C'est vraiment, pour le coup, on en parle beaucoup, mais pour le coup, je trouve que c'est amplement mérité. C'est vraiment un très très bon livre. On va suivre, on est en 1959 aux États-Unis, en Californie. On suit Joyce, qui est une américaine blanche, hein, puisqu'il y aura d'un côté, enfin, on est en pleine ségrégation, hein, c'est le début de la lutte des droits euh, c'est comment les Afro-Américains commencent à lutter pour faire reconnaître leurs droits. Donc on va suivre Joyce, qui est une blanche américaine qui vit dans un quartier huppé de Californie. Elle est mariée, elle a 2 enfants. En fait, le livre commence comme ça. Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr, pas encore. Alors on voit elle est dehors, ses 2 filles sont dans la maison. Et on sent il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on se rend vite compte qu'elle s'est elle-même enfermée dans une espèce de cage dorée dont elle n'arrive pas à sortir. Notamment, elle aime peindre. C'était quelqu'un qui était doué pour le dessin, pour la peinture, mais évidemment, une épouse convenable ne peint pas, donc elle a arrêté. On sent qu'elle est pas bien. Elle fait une fixation sur ses plantes, on comprendra pourquoi après. Puis alors, vous avez des trucs qui sont dits au début, je ne sais pas si je vais retrouver dans les premières phrases, mais par exemple, oui, c'est ça. Son mari, Franck, n'aime pas qu'elle arrose les fleurs quand c'est le dernier jour de ses règles. Il dit que les émanations féminines les feraient faner. Voilà. Il y avait encore quelque chose. Alors là, c'était plutôt sur les Afro-Américains. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Et ça, vous avez ça dès la page 10, quoi, quand même. Ça arrive quand même assez tôt. Donc, donc vous dites, ouais, d'accord, ok, on est dans les années 50, effectivement. Alors ça fait penser, ce petit côté, j'habite dans une maison comme ça fait un peu penser à Wisteria Lane et à Desperate Housewives, sauf que c'est loin d'être aussi drôle. Mais ce côté un petit peu femme, voilà, épouse désespérée, qui s'ennuie, qui s'emmerde, faut le dire carrément. Chez elle, ça fait un petit peu penser à ça. Ça fait penser aussi à Mad Men pour l'ambiance fin des années 50, début des années 60. Mais c'est pareil, la comparaison s'arrête là. Après, c'est plus l'ambiance qui fait penser à ces 2 feuilletons. Après, donc on suit Joyce. Et ensuite, on va découvrir Ruby, qui elle est une jeune afro-américaine qui vit dans un quartier pauvre, dont le rêve serait de devenir enseignante, surtout qu'elle a eu une enseignante qui l'y a encouragée. Elle pourrait devenir enseignante. Seulement, l'université coûte cher. Et voilà, elle essaie d'économiser tout ce qu'elle peut en allant faire des ménages chez différentes femmes de Roseview Drive, là où vit Ruby. Et puis, on fait notamment la connaissance de Madame Ingram, si je pense. C'est Nancy Ingram, qui elle est une femme, et veuve, chez qui Ruby fait aussi le ménage. Elle est parfaitement détestable, hein. Elle a un comportement avec Ruby qui est horrible, enfin comme beaucoup malheureusement à cette époque-là, hein. Il méprise complètement les Afro-Américains. Et puis en se rendant chez Joyce, enfin elle entend les petites filles pleurer chez Joyce,
Elle retrouve les deux petites filles toutes seules et surtout elle retrouve la cuisine sans dessus-dessous avec du sang et Joyce a disparu. Donc là va démarrer une enquête confiée à Mick qui est un... Alors lui vient de Brooklyn, c'est un flic de Brooklyn, il a été muté voilà, dans ce petit coin tranquille suite à une bavure parce qu'il était... Pardon, j'ai la gorge desséchée. Il était infiltré, voilà, il faisait des missions d'infiltration, mais ça a mal tourné. Il a voulu protéger une femme qui s'est en fait un peu servi de lui. Enfin, il a voulu la protéger, il est devenu son amant en même temps. Donc ça lui a coûté voilà, une mutation. Ça a failli lui coûter son mariage aussi, puisqu'il est marié et père aussi. Donc lui, par contre, contrairement aux autres flics, il n'a pas du tout... il en a un peu, forcément, on est quand même à la fin des années 50, mais il a beaucoup moins de préjugés sur les Afro-Américains. Et surtout, il n'est pas misogyne par rapport aux autres parce que c'est horrible, quoi. Les femmes, voilà, elles sont faites pour rester. Elles sont faites pour rester à la maison. Alors, comme Joyce, elle est issue d'un milieu aisé, elle est faite pour être une bonne épouse. Ruby, elle est afro-américaine, donc elle est faite pour rester dans son quartier pauvre. On suit par exemple Dina, qui est une jeune serveuse blanche, mais qui est née pauvre, donc elle est bonne pour se faire embêter par tous les hommes qui passent, quoi. Hein. C'est pas grave, elle travaille comme serveuse, donc on peut lui mettre la main aux fesses et tout. C'est normal, elle est à moitié harcelée par son patron, c'est normal. Voilà, donc chaque femme est un peu mise comme ça dans une case, et voilà, dont elles ne peuvent pas sortir parce qu'il y a quand même une misogynie très très importante dans ce, à cette époque-là. Et Mick, lui, justement, n'a pas trop ses préjugés. Et Ruby, donc la bonne afro-américaine, et comme elle est la première sur place, elle est bien sûr arrêtée. Mais lui, il la voit pas comme quelqu'un de suspect, il la voit comme un témoin, donc il essaie. Il y a une espèce de complicité qui va se créer entre eux, du respect surtout qui va naître entre eux, parce que Ruby, très méfiante envers les flics, on la comprend. Hein, en plus, voilà, elle a perdu sa mère de façon assez brutale et injuste. Et on découvre d'ailleurs dans le livre qu'elle est très amie qu'elle était en fait amie avec Joyce. Elle n'avait pas un rapport de bonne à maîtresse de maison, mais plutôt un rapport amical, puisque toutes les deux ont perdu leur mère de façon brutale. Effectivement, on va apprendre que Joyce est loin d'être aussi lisse qu'elle y paraissait. C'est un personnage assez complexe, notamment de par son passé. Bon, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas tout vous raconter. Il faut savoir aussi que de façon très complaisante, le médecin du coin donne des cachets. Alors, j'ai pas reconnu le nom des cachets, mais je pense que ça doit être des anxiolytiques, des choses comme ça. Il en donne abondamment, un peu à toutes les femmes du quartier et à d'autres qui en ont besoin. On comprend ces femmes, elles se sentent enfermées, donc pour les calmer, on leur donne voilà, un petit antidépresseur, quoi. Donc Joyce avait tendance aussi à abuser un peu des antidépresseurs. Donc on découvre tout ça au fur et à mesure de l'enquête, et franchement c'est hyper prenant parce que il y a vraiment un suspense. Voilà, moi j'ai pas réussi à refermer, il me restait plus qu'une trentaine de pages, il était déjà tard, mais j'ai essayé de dormir, c'est impossible de dormir, il fallait que je connaisse la fin. Et voilà, c'était vraiment, il y a un suspense qui est hyper prenant, et en même temps, on est en plein dans une société qui est en plein bouleversement, c'est-à-dire que les femmes commencent, on sent que on voit pas là vraiment de femmes vouloir prendre leur vie en main, si ce n'est Ruby. Ruby, pour le coup, est un personnage voilà, qui, elle, veut prendre sa vie en main. Elle a un petit ami, mais s'il n'est pas d'accord avec elle, bon, ça lui fait mal de l'envoyer promener, mais elle le fait quand même. Elle veut être enseignante, elle veut faire autre chose de sa vie. Elle veut que sa mère qui est décédée de façon brutale, que la justice soit faite par rapport à sa mère. Elle veut pas rester voilà, la pauvre petite noire qui est obligée de tout supporter sans rien dire. Et vraiment, c'est un personnage vraiment très intéressant. Les personnages féminins sont très intéressants. Même, on découvre, c'est Grace, je crois le nom, parce qu'il y a un comité aussi qui est créé. Et Grace tient ce comité, et c'est une femme indépendante. Je suis pas sûre qu'elle ait été mariée. Elle sait conduire. Elle pousse Joyce à reprendre la peinture, justement. Elle pousse les femmes. Elle aide Dina, la jeune serveuse aussi, en lui disant qu'elle n'a pas à supporter tout ça. Enfin, elle essaie de les pousser à sortir de ces carcans et voilà, et à s'accomplir. Ce qui en fait un personnage très intéressant aussi.
Donc c'est voilà, on est en plein contexte social qui est en plein bouleversement. On sent que le vernis de l'American Dream, on est en plein dans l'American Dream des années 50, on sent qu'il est en train de se craqueler, de se fissurer de partout. Quand on voit ce qui se passe à Roseview Drive, pardon, et en même temps, on a la lutte des Afro-Américains qui apparaît. Et ce qui est sympa, c'est qu'on suit les différentes voix des personnages. On va suivre Mike, ou Mick, je sais pas, parce que c'est M-I-C-K, c'est peut-être Mick. On va suivre les émotions de Ruby. On va même suivre Joyce qui va raconter ce qui s'est passé pendant cet après-midi. Et du coup, on est au plus près des émotions des personnages. Donc c'est vraiment un livre, voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce voilà, il y a du suspense, une enquête, des personnages féminins qui sont vraiment très forts, un flic très sympathique. C'est la lutte des Afro-Américains, c'est la fin de l'American Dream. Voilà, on va arriver à tous ces bouleversements des années 60 aux États-Unis et vraiment, ce livre est vraiment une réussite. Vraiment, je vous le conseille. Il est magnifique. Franchement, il n'a pas volé sa réputation pour le coup et je vous le conseille fortement. Voilà, si vous avez voilà, l'occasion, c'est voilà, une des lectures du moment que je conseillerais aussi, quoi. Voilà, allons sinon après-midi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant de redépasser, parce que je suis déjà à plus d'une demi-heure. Donc on se retrouvera pour une autre, je ne sais pas trop encore ce que je ferai lors de la prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, je vous souhaite voilà, de bonnes lectures, hein. J'espère vous avoir donné envie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, puis vous abonner, à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir voilà, comme je le dis à chaque fois, de voir que les gens suivent. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles aventures livresques, encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!